Avant d'entendre les propos du ministre de la Santé, je vous invite à regarder une courte vidéo. J'imagine qu'on peut parler de la relève de ces jeunes femmes médecins qui sont aujourd'hui dans notre système de santé. Et nous avons voulu savoir, pour l'une d'entre elles, un peu comment elle voyait les choses en 2013. Il s'agit d'un témoignage de du docteur Geneviève Bois. Quand on vaccine les enfants en Afrique subsaharienne dans le désert, chez les nomades, on a un dossier électronique pour savoir qui est vacciné. Mais au Québec, à Montréal, au centre-ville, quand je veux le dossier de quelqu'un qui n'a pas été traité dans le même centre hospitalier, je dois le faire venir par fax. Et encore, ça c'est s'il arrive à temps. Sinon, je vais devoir refaire tous les examens. Puis ça coûte de l'argent, puis ça coûte du temps, puis c'est désagréable pour le patient. Les patients qui ont le cancer seraient beaucoup mieux servis si on pouvait avoir une meilleure continuité des soins, parce qu'on a les dernières images de radio, parce qu'on a les derniers traitements de chimio, parce qu'on sait exactement le parcours qu'ils ont eu, qu'est-ce qu'ils ont reçu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas reçu, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'on n'a pas besoin de tout répéter. Ça serait beaucoup moins de détresse pour les gens qui veulent pas être soumis à des tests de nouveau, veulent pas avoir à tout réexpliquer leur vie de nouveau, veulent pas mal se faire traiter parce qu'on a oublié qu'il y avait un problème avec ce médicament-là ou parce qu'il avait déjà pris ça puis on le savait pas. Puis il y a des pays qui le font, et des pays qui le font déjà de façon nationale, que c'est accessible partout. Puis c'est sûr qu'on devrait être capable de le faire nous aussi. Fait qu'emmener, il faut mettre certaines choses de côté, pas bâtir chacun son petit dossier électronique dans chaque hôpital, mais se dire qu'il faut avoir un plan, qui marche pour tout le Québec. Puis il faut avoir un plan qui permet aux patients d'être vus par plus qu'un médecin dans plus qu'un centre hospitalier sans avoir à tout recommencer à zéro. Puis on pourrait aller une étape plus loin, on pourrait se faire des listes d'attente qui sont centralisées, que ce soit par CSSS, par ville, par quartier, par ce qu'on veut, mais que les délais d'attente ne varient pas d'un endroit à l'autre, que ce ne soit pas aux patients ou aux médecins de faire des appels à 1, 2, 3, 4 endroits pour voir qu'est-ce qui va être plus facile, mais qu'on ait des délais d'attente qui sont centrales, qui sont plus efficaces, qui nous permettent de remplacer à partir du moment où il y a une annulation, qui nous permettent aussi de pouvoir vraiment faire passer ceux qui en ont besoin avant, de vraiment traiter les gens selon qu'est-ce qui est le plus urgent et non pas qui a appelé au bon endroit pour passer un petit peu plus vite. En 2013, pour faire de la bonne médecine, pour avoir accès à de l'information, il ne faut pas juste avoir accès à notre patient. S'il faut répéter tout ce qui a été fait ailleurs parce qu'on n'a simplement pas accès à ça, c'est une perte de temps et d'argent, puis les patients en souffrent ultimement. C'est comme si elle faisait écho à ce que nous disait le docteur Latreille hier, et c'est d'une certaine manière une façon d'introduire avec grand plaisir le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Régent Hébert. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin et de vous retrouver. J'ai le goût, après avoir fait les salutations d'usage à Mme Rodrigue et à Serge Dion, le président du comité organisateur. Sœur Angèle, est-ce qu'elle est là? Elle est là. Bonjour, Sœur Angèle. On s'est vu deux fois dans la même semaine. Bonjour, c'est bien? On s'est vu à Québec en prenant un petit verre de vin puis en goûtant vos fromages, Sœur Angèle. Hein? À l'Assemblée nationale. Je voudrais aussi saluer la mémoire de Benoît Bisson, qui aurait dû être parmi nous, mais comme vous le savez, qui est décédé récemment et qui représentait le comité patients et survivants. Alors, je pense qu'on doit tous avoir une pensée pour lui aujourd'hui. J'ai le goût de répondre à Geneviève. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais moi aussi un étudiant en médecine qui trouvait que ça n'avait pas de bon sens. Et je voudrais dire à Geneviève que peut-être qu'un jour, elle va être à ma place. Et puis, lorsque vous mettez sur votre site web « Si j'étais ministre de la Santé », faites attention, là, ça pourrait peut-être vous arriver un jour. Mais j'ai le goût de dire à Geneviève qu'effectivement, on travaille là-dessus. Vous savez, le dossier médical électronique, le dossier Santé Québec, quand Geneviève dit que ça existe dans beaucoup d'autres pays, c'est pas vrai. Je corrige. Il n'y a pas d'autres pays qui ont un dossier électronique national comme celui que le Québec est en train de mettre sur pied. Il n'y en a pas d'autres.
La France, chacun des établissements a son petit dossier. Les cliniques médicales sont informatisées, c'est vrai, mais ils ne communiquent pas avec les pharmacies, ils ne communiquent pas avec les établissements. Il n'y a pas d'interopérabilité entre les systèmes. Certains pays, comme nos voisins du Sud, en ont, mais ce n'est pas national. C'est selon les mutuelles avec lesquelles vous êtes cotisant. Kaiser Permanente, qui est sans doute le modèle de dossier médical électronique, c'est une partie des Américains qui ont accès à ça. Donc, le défi de mettre en place un dossier national électronique, c'est un défi colossal et qu'on est en train de relever. On a annoncé au mois de décembre la mise en place du dossier médical électronique dans les groupes de médecins de famille. C'est en train de se mettre en place. Et ce dossier médical électronique-là va être automatiquement connecté avec les pharmacies, avec les C3S pour avoir accès aux résultats des tests de laboratoire et de l'imagerie, et éventuellement avec les dossiers cliniques informatisés dans les hôpitaux également. Et ça est en train de se constituer autour du dossier Santé Québec, pour lequel on a vraiment mis un second souffle au cours des derniers mois. Et je peux vous dire que on est en train de voir le bout du tunnel actuellement. La lumière, on la voit très bien. Et on sait que d'ici 2 ans maximum, tout ça va être en opération. Dans certaines régions du Québec, ça va être plus rapide que ça d'ailleurs. Deuxièmement, avoir accès aux listes d'attente, ça aussi, c'est en bonne voie. Déjà, les listes d'attente sont publiées sur le site Web, vont être mises à jour. Le problème actuellement, c'est qu'il y a du ménage à faire dans ces listes d'attente-là. Il y a des gens qui sont là-dessus, qui ne devraient pas être sur une liste d'attente. Par exemple, des gens en attente de coloscopie dans certaines régions se retrouvent dans les listes d'attente de chirurgie, parce que c'est des chirurgiens qui font une coloscopie. Alors, vous voyez qu'il y a du ménage à faire, là. Donc, il y a une rigueur dans l'entrée de données qui est importante. Les gens voulaient qu'on attende avant de mettre les listes d'attente sur le site Web en disant, écoutez, ça va dans le public, les médias vont prendre ça. J'ai dit, non, on va les mettre et ça va obliger les gens à avoir de la rigueur pour rentrer les données. Si on fait juste constituer une banque de données, personne ne la voit, il n'y a pas d'incitatif dans les établissements pour entrer des données, puis je la prendrai, la pression des médias. Et c'est ça qu'on est en train de faire. C'est sûr que ça nous met de la pression, mais c'est correct. Il faut être capable de pouvoir faire avancer les choses, puis ce n'est pas en les faisant en catimini qu'on va faire avancer les choses. Même chose pour votre coalition, d'ailleurs. Les gens me disaient, la coalition, ils sont revendicateurs, etc. C'est correct, on a besoin de ça. Il faut que les patients aient un porte-parole, même si ça ne fait pas toujours notre affaire, même si ce n'est pas toujours plaisant. C'est important. C'est important dans le débat public. Et on va répondre. Des fois, on va vous dire, j'ai pas l'argent pour le faire tout de suite. Attendez, on va le faire, mais ou bien c'est pas comme ça qu'on veut le faire. Puis on va discuter, puis on va trouver un terrain d'entente. Mais c'est important que les patients aient leur voix. Dans une démocratie, c'est de plus en plus important, même si, à l'époque où les médias sont omniprésents, ça nous oblige à répondre. Mais c'est ça le rôle d'un politicien, c'est de répondre des actions gouvernementales. Et il faut absolument faire face à la musique et être capable de justifier des décisions. Puis des fois, la justification, c'est de dire, écoutez, les dépenses de l'État, il faut les contrôler, il faut être rigoureux, puis les contribuables ont une capacité de payer qui est limitée, puis il faut tenir compte de ça. Mais c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Il faut aussi considérer des priorités. Et c'est important de pouvoir faire ce débat-là sur la place publique. Votre congrès porte sur la dignité. Et c'est un excellent thème. Vous savez, au-delà de la pauvreté, au-delà de la maladie, au-delà de l'invalidité, ce qui reste à l'être humain, c'est sa dignité. Et c'est une valeur fondamentale de l'humanité. Et je pense que dans toutes les actions que nous avons, que ce soit au niveau politique, au niveau du soutien aux malades, du soutien aux proches, au niveau de l'intervention professionnelle, la dignité doit demeurer au cœur de nos actions et de nos orientations. Surtout dans une maladie comme le cancer. J'ai lu, comme plusieurs d'entre vous, une lettre publiée dans Le Devoir la semaine dernière où on dénonçait un peu le vocabulaire guerrier utilisé dans le domaine du cancer. Vous savez, l'arsenal thérapeutique, la lutte contre le cancer, vaincre le cancer.
moi, je trouve que c'est un vocabulaire approprié, puis j'en parlais avec certaines personnes ce matin, là, avant de venir dans cette... Moi, je trouve que le cancer, c'est un combat. Et quand on a côtoyé des patients, quand on a côtoyé des membres de notre famille qui ont passé au travers cette maladie, je pense que c'est un combat. Et je pense que le vocabulaire guerrier est approprié ici. Et moi, je considère que vivre cette maladie, c'est d'abord une lutte importante. Une lutte importante sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan de l'environnement social, pour les familles, les proches. Et je trouve que le vocabulaire guerrier ici a tout à fait sa place. Puis, il faut que l'armée qui est autour du patient puisse avoir un plan de combat qui soit bien ordonné. Et c'est comme ça qu'on gagne les guerres, vous savez. Il y a des luttes historiques qui montraient un désavantage d'une partie par rapport à l'autre, mais la partie qui était la mieux organisée, qui avait le meilleur plan de match, a remporté. Et je pense que c'est ça qu'on fait quand on aide des patients à traverser cette maladie-là. Une maladie qui devient de plus en plus une maladie chronique. C'est intéressant, c'est une bonne nouvelle. Avant, on en mourait. Maintenant, on survit. On vit avec le cancer. Et il faut adapter donc notre système de santé, notre système d'aide à cette nouvelle réalité d'une maladie qui évolue dans le temps, pour laquelle on va avoir différentes étapes, pour laquelle il faudra ajuster l'aide, les soins, les traitements qui sont nécessaires. Alors, cette vision d'une maladie chronique est extrêmement importante, surtout à une époque où notre système de santé fait face au vieillissement de la population, avec de plus en plus de cancers notamment, mais d'autres maladies associées au vieillissement. On pense à la maladie d'Alzheimer aussi. Il faut donc que notre système de santé puisse s'adapter. On a un système de santé qui a été conçu au siècle dernier autour de l'hôpital qui était au centre du système de santé, et qui était la bonne réponse pour une population plus jeune qui vivait des maladies, surtout aiguës. Mais maintenant, avec le vieillissement et la prépondérance de maladies chroniques, il faut faire évoluer notre système de santé. Et c'est ça qu'on est en train de faire. C'est pour ça que moi, je suis allé en politique. Parce que j'étais désespéré de voir qu'on ne fasse pas ces changements qui sont absolument fondamentaux. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire 3 choses. Puis là, ça ne concerne pas juste le cancer. Je vais ouvrir le débat. Il faut faire 3 choses. La première, c'est, étant donné que les maladies chroniques, particulièrement le cancer, peuvent être prévenues. Il y a entre 60 et 70 % des maladies chroniques, puis j'inclus le cancer, qui peuvent être prévenues. Et il faut donc prioriser la prévention et les saines habitudes de vie. Saines habitudes de vie, 3 ingrédients, on les connaît. Lutte contre le tabagisme. On a été efficace au Québec avec la loi sur le tabac que mon prédécesseur Jean Rochon avait mise en place et qui a été extrêmement profitable pour diminuer les taux de tabagisme, et on stagne au cours des dernières années. Surtout chez les jeunes filles qui, comme vous le savez, ont une prédisposition à la dépendance à la nicotine. Les compagnies de tabac le savent. Ils ont ajusté leur marketing et leurs produits pour être capables de cibler cette clientèle-là. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Ils changent les emballages, ils mettent ils aromatisent leurs produits de façon à attirer ces clientèles pour entraîner une dépendance avec laquelle il est très difficile de sortir. Alors, il faut, je pense, redonner un nouveau souffle à la lutte contre le tabagisme pour être en mesure de contrer ce fléau. Deuxièmement, la saine alimentation. On a beaucoup parlé des boissons sucrées, là, je n'en parlerai pas ce matin. Mais il y a aussi d'autres éléments dans l'alimentation qui sont très en lien avec l'obésité, le diabète, avec le cancer, même les boissons sucrées qui sont associées au cancer de la prostate. Vous avez vu ces données là, récemment qui ont été publiées. Alors, il faut donc avoir une stratégie pour améliorer l'alimentation des Québécois et des Québécoises, notamment celle des enfants et des adolescents, parce que ces habitudes-là se prennent au jeune âge.
Troisièmement, l'activité physique. Là aussi, on a du progrès à faire. Je pense qu'on a les muscles des pouces chez les jeunes qui sont plus développés que les autres masses musculaires du corps. Alors, il faut absolument mettre les Québécois à l'activité physique. Et Mme Marois, dans son discours d'ouverture, nous a lancé le défi que d'ici 10 ans, le Québec devienne la nation la plus en forme au monde. Alors, on a une politique d'activité physique à mettre en place pour qu'à tous les âges, de la garderie à la retraite, en passant par les travailleurs et les élèves, les étudiants, on puisse faire en sorte de retrouver du plaisir à faire de l'activité physique. Puis, c'est intéressant, c'est bon pour notre santé, puis c'est le fun. Alors, écoutez, il faut absolument être capable d'inciter les Québécois et les Québécoises à l'activité physique. Prévention primaire, mais aussi détection précoce. On l'a bien fait pour le cancer du col. On l'a bien fait pour le cancer du sein et on le fait encore très bien. Il y a d'autres cancers qui peuvent être prévenus et le prochain sur la liste, c'est le cancer colorectal. On a annoncé la mise en place du test FIT, un test de détection du sang dans les selles qui est beaucoup plus commode et beaucoup plus précis que les tests antérieurs. Alors, ce test-là est maintenant disponible et on a lancé le programme de détection du cancer colorectal, d'abord dans les 8 sites pilotes dès cette année et ensuite, lorsqu'on sera rodé dans tout le Québec à partir de l'année prochaine. Et ça, je pense que c'est une avancée importante pour un cancer qui est extrêmement fréquent. Il faudra aussi, donc première stratégie, prévention. Deuxième stratégie, soins de première ligne. Parce que les maladies chroniques, là, c'est pas à l'hôpital que c'est suivi. Les maladies chroniques, ça doit être suivi dans la communauté, en première ligne. Et là-dessus, il faut absolument consolider notre première ligne. On a développé au Québec un modèle intéressant, les groupes de médecins de famille. C'est la Commission Claire qui avait recommandé ça. Ça a pris 12 ans avant d'en être où on en est. Puis il y a encore un petit pas à faire pour être capable de faire en sorte que les groupes de médecins de famille soient disponibles à l'ensemble des citoyens et citoyennes du Québec. Donc, il faut compléter le réseau des groupes de médecins de famille. Il faut aussi mettre un petit peu de rigueur là-dedans, faire le ménage. Hein? Il y a 43 des groupes de médecins de famille qui n'atteignent pas la cible des inscriptions, puis il y a 40 des groupes de médecins de famille qui n'ouvrent pas le soir pour les fins de semaine. Ça va faire, là, on paye pour ça. Alors, on va mettre de la rigueur, on va faire en sorte que les groupes de médecins de famille livrent le contrat pour lequel on paye entre 400 et 500 000 $ par année, comme contribuable quand même. Pas gratis, là. Alors, on va le faire. On va attirer les étudiants en médecine vers la médecine de famille. On est à 45 %. On veut passer ça à 55 des finissants qui s'en aillent en médecine de famille. Il faut aussi doter ces groupes de médecins de famille de d'autres professionnels de la santé qui sont aussi importants dans le suivi des patients avec des maladies chroniques, notamment avec des patients avec le cancer. Alors, on pense bien sûr aux infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne. Mais il y a aussi les nutritionnistes qui sont importantes, quand on connaît l'importance de la diète. Il y a aussi les inhalothérapeutes dans les maladies pulmonaires, les intervenants psychosociaux dans les problèmes de santé mentale. Et pourquoi pas des kinésiologues, des spécialistes de l'activité physique. L'activité physique qui a un taux d'efficacité pour plusieurs maladies de 60 à 65 %. J'en connais pas beaucoup de médicaments qui ont 65 % d'efficacité, qui n'ont pas d'effet secondaire, puis qui coûtent presque rien. L'activité physique. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas des kinésiologues dans les GMF, dans les hôpitaux? Pour être capable de bien suivre les malades et de faire en sorte que l'activité physique devienne une ordonnance. Donc, deuxième élément, les soins de première ligne. Troisième élément, ça c'est, les deux premiers, c'était avant l'hôpital. Je ne suis pas mon discours pantoute. Puis, le troisième, c'est après, je reviendrai tantôt, après l'hôpital, parce qu'il y a chaque jour au Québec plus de 1000 personnes qui sont dans des lits d'hôpitaux puis qui attendent une place dans les CHSLD. 1000 personnes, 16 % des lits. Pourquoi? Parce que le CHSLD est devenu la seule option lorsqu'une personne, surtout âgée,
a une perte d'autonomie, puis qu'il n'y a pas un proche aidant, surtout une proche aidante, qui est prêt à s'épuiser pour lui donner des soins. Alors, la seule solution, c'est le CHSLD. Il faut changer ça. Il faut prioriser les soins à domicile, faire en sorte que les personnes puissent recevoir, là où ils ont choisi d'habiter, les soins dont ils ont besoin. Et ça veut dire mettre l'argent à la bonne place, c'est-à-dire dans les soins à domicile, mais surtout changer la façon dont on gère les soins de longue durée au Québec, faire en sorte que la perte d'autonomie soit assurée, et c'est le concept de l'assurance autonomie qu'on va implanter au Québec pour que le financement des services requis par les personnes en perte d'autonomie, qu'elles soient âgées ou adultes, soit assumé par la collectivité et qu'on puisse donner les soins là où la personne a choisi de vivre et indépendamment de ce qu'elle a dans son portefeuille. Et donc, l'assurance autonomie, on aura un livre blanc à la fin du mois qui va paraître. On va consulter les gens là-dessus, mais à l'automne, il y aura un projet de loi. Et à ce temps-ci, l'année prochaine, on lancera l'assurance autonomie parce que c'est une nécessité. C'est une nécessité pour qu'on puisse faire face au vieillissement de la population, pour qu'on puisse être capable de répondre à la perte d'autonomie d'une autre façon que sous le modèle du 19e siècle, le modèle hospitial, parce qu'il faut bien se le dire, le CHSLD, c'est un modèle hospitalier là, qu'on a transposé pour les personnes âgées, mais c'est pas là que vous voulez aller vivre, c'est pas là que moi, en tout cas, je veux aller vivre. Et il faut que les CHSLD soient réservés à des gens pour qui il n'y a pas d'autre option, pour qui la perte d'autonomie est tellement importante qu'il faut se donner ce genre de modèle. Et si on fait ça, puis si on libère 1000 à 1100 lits d'hôpitaux, alors ça, c'est 1000 et 1100 lits qui deviennent disponibles pour des patients qui attendent à la salle d'urgence ou pour des patients qui attendent d'être opérés pour un cancer. C'est ça qu'il faut faire au Québec, puis c'est ça qu'on est en train de faire au Québec. Si je reviens au cancer, j'ai parlé de prévention. Je voudrais parler maintenant d'accès au diagnostic, d'accès au traitement. Et là, il y a toute la gestion des listes d'attente, comme le disait Geneviève tout à l'heure. C'est important qu'on puisse avoir les outils qu'il faut pour suivre ces listes d'attente, se donner des normes, des standards. Et lorsque ces normes et standards sont dépassés, bien, il faut être capable d'apporter les correctifs pour qu'on puisse offrir aux patients qui sont aux prises avec cette maladie-là accès au diagnostic, accès au traitement dans des délais raisonnables. Et pour ça, bien, oui, il y a des ressources de plus à mettre. Oui, mais il y a surtout une meilleure coordination à implanter, et c'est ça que le plan directeur de cancérologie et le plan d'action que sur lequel mon collègue Jean Latreille est en train de travailler ou va annoncer d'ici quelques semaines, bien c'est là-dessus qu'on met les efforts. Une meilleure coordination pour améliorer l'efficience de nos actions. Le soutien aux proches, j'ai parlé tout à l'heure du soutien à domicile, mais il y a aussi tout ce qu'on fait en soins palliatifs, parce que la lutte contre le cancer, ça inclut également la fin du combat. La lutte contre le cancer, ça inclut également les soins palliatifs. Quand on regarde qu'au Québec, on meurt à 90 % dans les hôpitaux, pas sûr que c'est la place où je voudrais mourir, moi, on va vous dire. Je préférerais mourir dans mon environnement, dans ma maison, entouré de mes proches, et avec des services disponibles pour que ces derniers moments de ma vie puissent être vécus dans la dignité. Et ma collègue Véronique Yvon, ministre déléguée aux services sociaux et ministre responsable de la politique Mourir dans la dignité, travaille non seulement sur l'aide médicale à mourir, qui est une partie là, dont on entend beaucoup dans les médias, mais elle travaille surtout sur l'amélioration de l'accès à des soins palliatifs de qualité, à domicile, dans des maisons spécifiques pour cette vocation, et bien sûr, dans les établissements d'hébergement et les hôpitaux. Alors, ce sera un élément majeur qui fera l'objet d'un débat public très bientôt, mais ma collègue Véronique Yvon, je peux vous assurer, travaille très fort pour concrétiser cette stratégie d'amélioration des soins palliatifs. Alors, au niveau de l'organisation, probablement que
Dr. Latreille vous en a parlé, mais on travaille à la mise en place ou à la consolidation, je dirais, du registre sur le cancer. Ça nécessite des outils informatiques, bien sûr, mais ça nécessite également la formation des archivistes pour être capable d'avoir des données qui sont fiables et qui sont précises. Le plan directeur et le plan d'action viennent très bientôt et on a, dans la mise en place de ce plan directeur et de ce plan d'action, consulté les gens. Et lorsque je suis arrivé en septembre dernier, on a fait le premier brefage sur la cancérologie, la première chose que j'ai demandé au Dr. Latreille, c'est « il est beau le plan, mais il faut aller voir s'il colle à la réalité ». Et c'est pour ça que le Dr. Latreille a fait le tour des organisations, des établissements. C'est pour ça qu'on a organisé un forum le 8 mars dernier sur le cancer où il y avait la coalition, mais aussi les autres associations, organismes, établissements professionnels intéressés par le cancer et où on a discuté des priorités qu'il devrait y avoir dans ce plan d'action-là. Et vous aurez donc un plan d'action qui colle à la réalité, qui colle non seulement aux données de la science, mais qui colle également à la réalité. En terminant, c'est Pierre Billon, un écrivain québécois, montréalais, d'origine suisse, mais qui a adopté le Québec, qui a écrit « La dignité est dans la lutte, pas dans l'issue du combat ». Et je pense que ça s'applique très bien à la lutte contre le cancer, ça s'applique très bien à vos réflexions aujourd'hui. Et je crois que la dignité doit être au cœur de nos préoccupations. Et d'ailleurs, on a appelé la commission d'enquête et le rapport et la politique qui suivra « Mourir dans la dignité ». Alors, dignité est au cœur non seulement de la vie, mais aussi du mourir. Et je pense que c'est là un objectif et une valeur qu'on doit se donner tous ensemble pour améliorer nos actions, améliorer notre système de santé, améliorer le soutien qu'on apporte aux proches, aux malades. Et les colloques comme ceux que vous avez aujourd'hui sont une belle occasion de mettre en commun, de mettre à jour des connaissances, de contribuer à l'amélioration des pratiques dans ce domaine-là, d'encourager une meilleure concertation, une meilleure synergie. Et je voudrais vous remercier comme coalition, mais je voudrais vous remercier tous et chacun d'entre vous de votre implication pour faire en sorte que cette terrible maladie puisse d'abord trouver des traitements efficaces, et ça, c'est le rôle de la recherche, je n'en ai pas parlé, mais c'est extrêmement important, que cette terrible maladie puisse mobiliser toute une série d'acteurs, non seulement pour traiter le malade, mais aussi pour prendre soin. Quand j'étais doyen de la faculté de médecine, je m'excuse, je fais une dernière petite parenthèse, je voulais toujours accueillir les étudiants et accueillir les résidents en début de formation. Puis je leur disais, vous savez, guérir, c'est un rare privilège qu'on a lorsqu'on est médecin. Moi, je peux vous en parler, je suis gériatre, alors ça ne m'arrive pas souvent de guérir. Mais le rôle fondamental du médecin, au-delà de l'objectif de guérison, c'est de soigner, c'est de prendre soin du monde, de les écouter, de partager leurs souffrances et d'apporter un réconfort lorsqu'on ne peut pas apporter une guérison. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je vais inviter maintenant la présidente de la Coalition Priorité Cancer à vous adresser quelques mots de remerciement, Madame Rodrigue. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour votre visite à cette conférence nationale pour vaincre le cancer. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par cette lutte, parce que c'est ça, je pense qu'il faut prendre les bons mots pour parler des bonnes choses.
Je suis très contente de ce que vous avez dit aussi, que la coalition est une nécessité ici au Québec pour donner la voix aux personnes atteintes par le cancer. Et comme on l'a dit hier au Dr Latreille, la coalition est composée aussi de 44 organismes touchés par le cancer. Et nous sommes là pour vous collaborer avec vous, pour vous aider, pour vous grounder. On se souvient, le 8, on n'a pas juste parlé du top-down en termes de gestion, mais un top-down groundé, c'est-à-dire en fonction de ce que les gens ont besoin sur le terrain. Et les gens ont besoin d'un ministre fort. Et je pense que vous êtes quelqu'un qui comprenez les patients, qui comprenez que la première ligne, elle est importante. J'aurais quand même une question à vous poser là-dessus parce que vous ne l'avez pas abordé, mais je sais que vous avez sorti de votre discours et que vous aviez plein de choses à dire. Mais pour la première ligne, n'oubliez pas les organismes communautaires. Ils sont importants, ils ont développé des expertises. Les personnes sont dévouées, elles ont développé des expertises, mais elles ont besoin d'un financement. Avec 20 $ dans le communautaire, on peut quasiment faire l'équivalent de 200 $ dans le public. Et ça permet de désengorger le réseau, de soulager le réseau de la santé parce qu'il y a des limites aussi à ce qu'on veut payer. Et si on veut être capable de se payer une première ligne forte, n'oublions pas nos bénévoles qui donnent du temps, qui donnent de l'amour, qui brisent l'isolement des personnes touchées par le cancer. Et s'il y a une vraie collaboration entre le réseau de la santé première ligne et les groupes bénévoles, les bénévoles sont capables d'informer les infirmières, les inalos ou les médecins qu'il y a une dégradation dans l'état du patient. Donc, peut-être éviter que le patient s'en aille à l'urgence parce que tout de suite, un médecin va aller voir le patient à la maison. Donc, nous, là, si vous allez là-dedans, là, vous pouvez être sûr que vous allez avoir notre appui solide et je pense que vous allez avoir l'appui de toute la population aussi. Les gens ont besoin d'aide, ont besoin d'être soignés à la maison. Il n'y a pas personne qui aime ça aller attendre 24 heures à l'hôpital, à l'urgence, etc. Donc, nous allons être là. C'est sûr que si vous faites des affaires qui n'ont pas d'allure, on va vous le dire. Ça. Vous nous connaissez, mais si vous allez dans le sens du patient, soyez certains d'une chose, c'est que la Coalition Priorité Cancer va vous appuyer. Puis, n'hésitez pas à vous servir de nous quand vous voulez avoir un son de cloche en radio-oncologie au niveau des communautés culturelles. On vous rappelle, oui, je veux rappeler à tous, le 15 mai prochain, le symposium sur le cancer et les communautés culturelles. J'espère qu'on vous y verra parce que c'est aussi une autre dynamique de problématique que ces personnes immigrantes vivent. Donc, je ne veux pas prendre plus de temps. Merci beaucoup. Puis, en tout cas, je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissement.